Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est Seul contre tous avec Philippe David jusqu'à 11h pour ce second sujet. Marche pour la vie, le combat de trop, c'est une affirmation comme d'habitude de Philippe David. Sera-t-il seul contre tous ou au contraire vous allez tous derrière lui? Vous nous le dites au 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de Sud Radio si vous voulez passer en direct sur l'antenne. Et comme d'habitude, sudradio.fr, petite consultation pour nous dire si vous êtes d'accord, pour vous exprimer ou pas avec Philippe David et vos commentaires que vous laissez en ligne. C'est parti jusqu'à 11h, Philippe David et ses invités. 42 ans presque jour pour jour, c'était le 17 janvier 1975. Vous étiez née, Sophie. Oui, je vous remercie de le signaler. Merci. Vous êtes quand même très jeune. 42 ans, donc presque jour pour jour après le vote de la loi Veil, des manifestants sont descendus dans la rue hier pour manifester contre l'interruption volontaire de grossesse, on peut dire contre l'avortement. Et pourtant, je le dis, seul contre tous, marche pour la vie, le combat de trop. Le collectif appelant à la manifestation s'appelle la Marche pour la vie et regroupe plusieurs associations dont Choisir la vie, la Fondation Le Jeune, la Renaissance catholique ou les survivants. Et pourtant, je le dis, je le répète, seul contre tous, marche pour la vie, c'est le combat de trop. Cette manifestation s'est tenue car l'Assemblée nationale doit se prononcer cette semaine sur l'adoption définitive d'une proposition de loi prévoyant de pénaliser les sites pratiquant de la désinformation sur l'interruption volontaire de grossesse. Loi adoptée début décembre au Sénat. Et je le dis et je le répète, marche pour la vie, le combat de trop. Enfin, le pape François a soutenu la démarche, ce que les organisateurs se sont empressés de relayer, mais rappelons simplement que la France est une république laïque dans laquelle aucune religion ne doit interférer dans la sphère publique. C'est pourquoi je le dis et je le répète, marche pour la vie, le combat de trop. Face à moi, Émile Duport du mouvement Les Survivants, organisateur de la marche pour la vie. Et bonjour. Bonjour, ouais. Parce que je vois CEO de New Soul, mais c'est autre chose. Ouais. C'est votre activité professionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je fais de la autre chose. Ouais. D'accord. Et Tuc Duhalderville, on vous connaît déjà, vous êtes déjà venu à ce micro. Et Tuc Duhalderville, délégué général d'Alliance Vita, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. On vous connaît déjà également dans ce studio. Alors messieurs, je vais commencer par la question. L'affirmation que j'ai ce matin dans Seul contre tous, Tuc Duhalderville, c'est le combat de trop. Non, surtout pas, parce que d'abord, vous l'avez noté, il y a une loi qui prétend étouffer les personnes qui, justement, ne se résignent pas à cette banalisation quantitative de l'avortement. Vous le savez, 220 000 par IVG par an, et un chiffre qui ne baisse pas, et beaucoup de souffrance derrière. Moi, j'accompagne avec toutes nos équipes beaucoup de femmes qui font appel à nous et qui nous disent à quel point ce que moi j'appelle aujourd'hui un secret de famille, au fond, fait mal. Il y a, vous savez, on a fait un sondage avec l'IFOP, 90% des Françaises estiment que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. 72% considèrent que, je le cite encore le sondage, la société devrait davantage aider les femmes à éviter l'IVG. Et donc c'est très important que sur un sujet qui fait mal, qui est un sujet, on le sait, on marche sur des œufs, je sais bien que ceux qui nous entendent, hommes ou femmes, mais vous savez qu'on parle sans tabou sur Sud Radio. Bien sûr, les personnes qui nous écoutent sont tous concernées. D'ailleurs, on vous donne la parole régulièrement. Bien sûr, oui. Et c'est important justement que ce sujet, on puisse en parler sans agresser personne, sans juger personne. Il n'y a jamais d'agressivité à ce micro. Mais je le dis parce que c'est un sujet, les auditeurs le savent, qui nous touche intimement. Chacun d'entre nous, par une sœur, une amie, nous-mêmes, nous pouvons être concernés par ce sujet. Et l'enjeu est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui une société peut aider des femmes qui sont très majoritaires à vouloir éviter cet avortement, parce qu'elles le subissent souvent à contre-cœur, souvent sous la pression de l'économie, du compagnon, peut-être de l'indifférence générale. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cet avortement baisse? Est-ce qu'on peut éviter cette banalisation? Et c'est un enjeu absolument majeur. Parce que nous rendons bien compte qu'à partir du moment où la vie commençante est fragilisée, où elle n'est pas respectée, l'enjeu derrière, c'est est-ce que d'autres vies fragiles, la vie des personnes touchées par le handicap, la vie des personnes devenues dépendantes, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue à nos yeux lorsque on se permet, d'une façon collective finalement, de remettre en cause des vies existantes que la science, et il faut le regarder en face, ne cesse de faire rayonner comme étant des véritables vies, parce que nous avons commencé, nous tous, bien par une première cellule, un embryon qui a été respecté. Nous-mêmes, on a vu le jour, on a eu cette chance, alors que peut-être on est défaillant, heureusement, chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a pas d'être parfait. Donc voilà, est-ce que la société peut vraiment... Vous me connaissez mal. Travailler. En tout cas, moi, je suis pas parfait, mais je suis content que ma mère m'ait accueilli, je suis content que tous mes amis aient été accueillis, mais
Et vous voyez, on peut quand même s'interroger sur une société quand même riche, qui a beaucoup de misère, mais qui est riche et qui aboutit à un taux d'avortement 2 fois supérieur à celui de l'Allemagne en France. Pourquoi ? Alors, la question mérite d'être on posée. va réfléchir à la question, Émile Duport. C'est le combat de trop. Dans l'idée de trop, ça voudrait dire que c'est intolérable, que c'est scandaleux. Non, je veux dire que ça sert à rien. Ah bah il y a une idée, il y a une utopie derrière, il y a un rêve, c'est le fait de dire. C'est une utopie. Bah ouais, mais en fait c'est les rêveurs qui font avancer les sociétés quoi. Et nous on veut proposer un rêve, c'est que on est venu dire hier que avec cette espèce de signature IVG tous concernés, qu'en fait il fallait vraiment qu'on prenne notre destin en main, et que quand une femme tombe enceinte alors qu'on l'a pas prévu, pas considérer que c'est que son problème en lui disant bon bah de toute façon c'est un droit des femmes, donc finalement c'est à toi de définir ce que tu veux, etc. Sans prendre conscience que finalement la qualité de nos réponses et de nos réactions va quand même avoir une influence dans son cheminement, et que moi je suis pour la liberté des femmes, mais la liberté des femmes elle se construit pas toute seule. Personne n'est isolé, et finalement une liberté elle s'édifie avec celle des autres. Surtout quand finalement un enfant c'est quand même lié à l'amour quoi. C'est quand même il y a quand même un homme et une femme qui ont fait l'amour. Il y a quand même autour de cet enfant des grands-parents, des copains. Enfin, on peut pas considérer qu'une femme et un enfant c'est finalement des gens qu'il faut isoler et mettre en quarantaine le temps qu'ils aient pris une décision libre. Vous voyez. Et donc du coup on lance un message d'espoir en disant bah voilà aujourd'hui c'est un vrai défi qu'on veut se lancer, de se dire mais voilà comment chacun prend ses responsabilités, et le copain qu'il arrête de dire c'est toi ou c'est moi, rentrer dans une relation de chantage, mais qu'il assume sa paternité par exemple. Et ça n'a rien à voir avec la loi, ça n'a rien à voir avec l'idée de combat, ou c'est un combat contre nous-mêmes. Non mais je veux dire, c'est vraiment le combat d'arrière-garde. Il n'y a pas un parti politique, pas un en France, qui propose, alors on est à quelques semaines, quelques mois de la présidentielle, qui propose de revenir sur la loi Veil. Parce que c'est un sujet hyper impopulaire, et puis surtout ça concerne 40% de leur électorat, donc je pense pas qu'ils ont un intérêt stratégique. Pourquoi 40% de leur électorat ? Parce qu'il y a entre une femme sur 3 et une femme, si tu me corriges, mais une femme sur 3 à minima qui a connu un avortement. Et donc depuis 40 ans on a tous connu un avortement dans notre famille. Donc c'est pas un sujet qui est très agréable à évoquer, parce que ça évoque pas forcément que des bons souvenirs. Alors un homme politique, il doit séduire, il doit rassembler sur des thèmes fédérateurs. Alors l'avortement, c'est quand même la patate chaude d'à peu près tous les mouvements politiques, parce qu'en gros ils savent très bien que c'est un véritable scandale, qui a à la base une injustice de dingue. Et ils savent pas comment y répondre. Donc au contraire, c'est pas du tout d'arrière-garde, c'est justement parce qu'ils sont tellement dépossédés de ce sujet qu'ils savent même plus en parler. Mais il faut aussi noter que vous avez évoqué la loi de 75. Elle est fantomatique. L'actuelle législature l'a modifiée à 5 reprises, a supprimé le délai de réflexion qui permettait au moins aux femmes de prendre du recul par rapport à une précipitation et une pression. Mais ça n'a pas eu de changement sur les chiffres. Ah ben oui, non, mais si, justement, les chiffres continuent d'augmenter légèrement, notamment chez les plus jeunes. La loi de 75 a été modifiée également avec la suppression du critère de détresse. Après, on a annoncé que c'était un droit fondamental. On a mis l'avortement dit médicamenteux dans le travail des sages-femmes. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'avortements médicamenteux qui ont lieu. La pilule abortive. Voilà, oui, c'est ça. La rue 486. Exactement, oui, c'est le nom de la molécule. Qui a lieu soit à 5, soit à 7 semaines de grossesse, suivant que c'est à domicile ou à l'hôpital. Et donc les femmes ont des décisions extrêmement précipitées. Et tout ça, ça a été des évolutions récentes. Et donc lorsque nous marchons, nous manifestons, nous disons aussi, attention, il y a encore aujourd'hui des lois qui contribuent à déséquilibrer la société en faveur de l'avortement et contre la grossesse. Quand par exemple on rembourse à 100% tous les actes liés à l'avortement, alors qu'une femme enceinte qui va au bout de sa grossesse n'est plus remboursée à 100%. Il y a donc une discrimination entre les femmes qui vont vers cet avortement et les femmes qui vont dans l'accueil de leur enfant. Et tout ça, c'est récent. Et donc vous voyez, il s'agit plus de ces lois fantomatiques. D'ailleurs, vous savez, quand on prend les citations de Madame Veil, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui arrive aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle annonçait ou elle prévoyait. Il y a donc aujourd'hui un scandale récent. Et vous savez que dans 2 jours arrive à l'Assemblée nationale cette loi. Proposition de loi qui a été votée par le Sénat déjà au mois de décembre. Tout à fait, modifiée par le Sénat légèrement, mais soutenue par le gouvernement, et qui vise à sens unique à contester des sites internet qui, aux yeux du gouvernement, donneraient des informations fallacieuses. Alors moi, je voudrais, si vous permettez, j'ai le micro et entre guillemets j'en profite, pousser un coup de gueule parce que j'ai regardé attentivement le site gouvernemental. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Une vidéo d'un médecin qui affirme, en tant qu'expert du gouvernement, qu'il n'existe pas, je le cite, de séquelles psychologiques à long terme de l'IVG. Et ça, c'est faux.
C'est faux. Il y a des femmes qui ont le droit de souffrir. Ça, c'est... Non, mais alors là, oui, Voilà. je vais être d'accord avec vous, parce qu'il y a mais- des gens qui souffrent et il y a des gens qui souffrent Exactement. pas. Mais Ça, vous imaginez ce que il y a autant de cas qu'il y a de personnes. Vous imaginez un gouvernement qui accuse des sites de désinformer les femmes et qui, sur son propre site, désinforme les femmes, laisse entendre qu'il n'y a pas de séquelles. Imaginez une femme qui vit l'IVG, qui entend qu'il n'y a pas de séquelles, par le site officiel, à supposer qu'elle fasse confiance au gouvernement, et un médecin qui s'exprime, et qui endure ensuite des souffrances. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ce que j'ai déjà entendu, je suis folle. Puisque ça me fait souffrir, c'est que je suis pas normal, je devrais pas, puisque ça n'existe pas, les séquelles. C'est très violent de récuser chez une personne qui souffre l'origine de sa souffrance. Et donc nous nous disons, il faut plusieurs voies, il faut que ces femmes aient accès à des informations honnêtes et fiables, et notamment à celles qui aident des femmes à éviter l'IVG, dans la mesure où elles le désirent, elles sont très nombreuses à le souhaiter. Je vais vous faire réagir à la même chose qu'Émile Duport, et je vais faire réagir Émile Duport là-dessus, parce que c'est bien, en 2 émissions, mes invités anticipent ma question suivante. Aïe. Donc, non mais vous ne lisez pas à l'envers. quand même, dans la préparation. Drame pour l'animateur. Oh non, ça n'a rien de dramatique, vous inquiétez pas, on va faire de la même manière. Mais vous êtes d'accord quand je dis combat d'arrière-garde, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un ou une candidate à la présidentielle qui veuille revenir sur la loi sur l'IVG. D'abord, sur la question des récentes dispositions, nous allons tout faire pour que les candidats aux élections présidentielles n'avalisent pas les 5 ou 6 réformes de l'actuel quinquennat qui ont encore plus déséquilibré les choses en faveur de la banalisation de l'avortement et contre l'accueil des grossesses. Donc il y a un travail immédiat à faire avant même de s'interroger sur l'origine de cette loi de 75, dont je dis qu'aujourd'hui elle était fantomatique. Donc les gens s'accrochent symboliquement à cette loi, mais ce que nous voudrions, c'est qu'ils regardent toutes ces dispositions. Je vous l'ai dit, suppression du critère de détresse, ce qui fait qu'on banalise, suppression du délai de réflexion, ce qui fait qu'on va dans la précipitation, et puis l'extension aussi du remboursement, ce qui fait que les femmes enceintes sont défavorisées lorsqu'elles souhaitent aller jusqu'au bout de leur grossesse. Ça, c'est ici et maintenant que ça se passe, et nous espérons qu'il y aura des candidats qui auront le courage d'aller vers une politique d'accueil de la vie, moi ce que nous appelons nous une biopolitique à Alliance Vita, qui favorise l'accueil de la vie plutôt que la suppression de la vie. Et quand vous entendez, alors, vous êtes d'accord avec Tugdual-Derville quand il dit que sur le site du gouvernement, il y a des fausses informations ? Oui, tout à fait. On a pu le vérifier, des informations qui vont contre ce que nous, on peut lire sur les forums et sur les réseaux sociaux où, par le biais de l'anonymat, des femmes peuvent se confier assez facilement. C'est assez irrespectueux pour les femmes, je trouve, d'avoir des informations qui soient incitatives à l'avortement. À la rigueur, c'est le droit de chacun de les publier. Mais ce délit d'entrave, en fait, ne pénalise pas les informations fausses, et il pénalise les informations juste d'une certaine nature, c'est-à-dire dissuasives. Mais donc c'est un vrai délit d'opinion. Si par exemple un site écrit une fausse information, dit par exemple... je sais pas, l'avortement cause tant de morts de femmes par an, alors que c'est pas vrai. C'est normal qu'il soit pénalisé quand même. Alors ça c'est vrai. Alors après, si on fait la chasse à toutes les informations fausses sur Internet, alors il va y avoir le parquet de Paris peut recruter. Là, c'est clair. C'est sûr qu'on peut commencer par l'IVG. Pourquoi pas ? C'est une manière d'entrer. Moi, je pose juste la question pourquoi on commence par l'IVG. Finalement, si ça ne traduit pas un malaise social et politique grandissant. C'est-à-dire que c'est pas un combat d'arrière-garde. Si on voit la disproportion de la réaction de Laurence Rossignol par rapport à d'autres sujets. Si moi j'avais lancé des sites pour promouvoir l'abstention et elle m'aurait pas... L'abstinence, vous voulez dire ? Ouais. Parce que là, on est en période d'élection, l'abstinence et l'abstention, c'est pas la même chose. L'abstention, on m'aurait pas fait un délit d'entrave au droit de vote. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même quelque chose de caricatural, et moi, je me suis quand même un peu, alors ça agace certaines personnes, mais je me réjouis un peu au contraire de ce délit d'entrave, parce que je me dis, il y a quand même des intellectuels en France, il y a quand même des gens qui sont assez libres, on est assez frondeurs. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de réaction, quoi. Des gens qui peuvent être pour l'avortement, le droit à l'avortement, mais qui vont se rendre compte que là, ça devient complètement caricatural. Ils le disent, Charlie Hebdo, etc. Oui, c'est vrai, je crois que c'est très symbolique. Par exemple, si un site envoie, par exemple, poste, c'est souvent sur Internet, une information fausse disant il y a tant de femmes qui meurent chaque année des suites d'un avortement, alors que c'est faux, c'est normal quand même qu'on les poursuive. Oui. De la divulgation de fausses informations, c'est puni par la loi. Bien sûr, mais les lois existent. Si demain à ce micro on raconte n'importe quoi, on peut être poursuivi, je peux être poursuivi. Bien sûr. Mais figurez-vous d'ailleurs que nous, Alliance Vita, nous avons entamé une action en justice contre le site gouvernemental, justement, parce qu'il encourt, normalement, à nos yeux, des sanctions pour diffuser des informations fausses qui risquent de tromper les femmes et de les inciter à l'avortement, alors qu'elles pourraient en être protégées. Justement, on a envoyé une lettre recommandée à ce site, et après nous irons plus loin si le gouvernement ne réagit pas, parce qu'effectivement, nous avons des moyens légaux lorsqu'il y a une forte désinformation risquée. Ça s'appelle la démocratie. Le principe, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Bien sûr. Mais comme l'a dit, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'a dit Émile Duport lorsque ce débat, finalement, révèle quelque chose. Il révèle une gêne. C'est-à-dire qu'on en soit arrivé à une forme de harcèlement judiciaire pour essayer de faire
étouffer toute voix qui serait hostile à cette banalisation de l'avortement, c'est un symbole, c'est symbolique. Il y a aujourd'hui dans notre pays un secret de famille. Vous savez ce que c'est que les secrets de famille? C'est des choses qu'on a dans nos familles qui font mal, on n'ose pas en parler, c'est des sujets tabous, et tant qu'on n'a pas ouvert ce sujet, tant qu'on n'a pas fait la vérité sur ce sujet, eh bien on a un grand malaise. Or, les statistiques de l'avortement, eh bien, je suis pas seul à le dire, hein, le professeur Nizan, lorsqu'il dit à quel point... Israël Nizan, vous l'avez peut-être déjà invité, mais à quel point commencer sa vie sexuelle par une IVG si j'ai une jeune fille, à quel point c'est catastrophique. Donc on arrive aujourd'hui à des situations catastrophiques. J'ai accompagné moi-même des femmes qui ont pleuré. Je me rappelle la première que j'ai accompagnée pleurait et me disait « j'ai honte de pleurer ». Et je n'ai fait que reformuler avec bienveillance « vous avez honte de pleurer ?» « Oui », m'a-t-elle répondu, « c'est moi qui l'ai tué ». Et j'ai écouté cette femme longuement pour découvrir qu'elle avait subi des pressions considérables, qu'elle aurait voulu le garder, que tout s'est ligué contre elle, et c'est elle qui en ressortait avec un sentiment de culpabilité qu'il fallait pouvoir exprimer pour pouvoir lui donner plus de chances de revivre plus paisiblement avec ce qui avait été vécu, faire la part des choses entre le consentement qu'elle avait eu à son avortement, mais aussi toutes les pressions qu'elle avait eues. Vous voyez ? Donc c'est très important, je le dis, parce que beaucoup des auditrices n'osent pas parler de leur avortement, n'ont jamais trouvé une oreille attentive, n'ont jamais trouvé quelqu'un pour respecter leur peine lorsqu'elles ont eu de la peine. Et c'est très important qu'elles trouvent, nous on le fait avec notre site SOS Bébé, mais ça se fait aussi ailleurs, des oreilles attentives. Elles ne seront pas jugées, mais elles pourront déposer leur histoire. Et cette histoire, c'est une histoire souvent extrêmement complexe et difficile, faite d'ambivalence. Un dernier mot peut-être. Les femmes enceintes aujourd'hui, qui se retrouvent enceintes, la première question qu'on leur pose, c'est est-ce qu'il est désiré ? Et moi je vous dis, c'est une question dangereuse. Parce que nous avons été tour à tour et souvent en même temps accueillis et craints. Nous avons été, pour nos mères, pour nos pères, source à la fois de joie et d'inquiétude. Et de manière parfois cyclique. Ça dépendait des conditions matérielles, de l'emploi, des conditions d'accueil du compagnon, de l'état du couple, bien sûr. Et donc, cette question, c'est une question souvent qui tue. Parce qu'on se retrouve avec des angoisses très profondes qui sont inhérentes souvent à certaines grossesses, alors qu'au fond, il peut y avoir un désir d'aller jusqu'au bout. Et si on dit il n'est pas désiré, parce que sur l'instant, on est dans cette angoisse, eh bien, dans la précipitation, souvent des femmes subissent l'IVG, et puis elles disent après, on ne m'avait pas dit. Mais est-ce que quand même, Émile Duport, comme Tugdual-Darville vient de s'exprimer, est-ce que c'est encore 40 ans après, près de 40 ans après, plus de 40 ans après, 42 ans après la loi Veil, un sujet qui intéresse encore les Français et dont on va parler pendant la présidentielle? Moi, je ne crois pas qu'on va en parler pendant la présidentielle. Non, bah c'est pas un sujet qui... ou du chômage, par exemple. Non, mais ça les intéresse pas comme on pourrait parler d'un nouveau phénomène culturel, d'une série TV, etc. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est quelque chose qui les affecte et que parfois ils ont même du mal à une souffrance peut-être ou des regrets qu'ils ont même du mal à nommer parce qu'en fait c'est quelque chose de très intime. La maternité, comme le disait Tugdual, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Il est jamais évident de devenir la demeure d'un autre et éprouver son désir pour un enfant quand effectivement il va falloir 40 semaines finalement pour en nouer une relation avec lui et se sentir mère, c'est pas forcément évident. Et surtout chez les jeunes filles, je reviens sur ce que disait Tugdual, c'est vrai que ce qui nous préoccupe et pourquoi c'est pas d'arrière-garde mais au contraire d'avant-garde, c'est parce que l'avortement, certes il y a toujours 220 000 avortements mais on avorte de plus en plus jeunes. Et il faut quand même réaliser que 44% des avortements sont faits avant 24 ans et on a un pic de 10% entre 18 et 19 ans. 18 et 19 ans, c'est la sortie du lycée, c'est l'émancipation, c'est la rentrée dans l'âge adulte, c'est l'aventure de la vie, quoi. Et c'est souvent quand même, c'est quand même synonyme souvent de la première grande histoire d'amour. Et donc du coup, moi, ce qui me préoccupe énormément et pourquoi j'ai choisi de m'engager sur ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte en parlant à beaucoup d'éducateurs qu'en fait les jeunes filles ne sont pas préparées vraiment à la maternité parce qu'on leur dit pas que leur corps est beau, qu'elles ont cette capacité de donner la vie, etc. On leur parle juste de se protéger et d'avoir un geste un peu de prudence par rapport à des premiers rapports sexuels, mais on leur dit pas que ça peut engendrer la vie et qu'elles peuvent être mères. Elles en ont pas conscience. Alors imaginez une jeune fille qui a pas été préparée. Ouais, mais vous vous rendez compte, une jeune fille qui est pas prête à être mère et qui se retrouve enceinte et parler de désir d'enfant dans ces cas-là, mais on lui en demande beaucoup trop à cette jeune fille. Et pour vous, Tugdual-Darville, ça va pas être un sujet de la présidentielle quand même. Bon, c'est un sujet qui dépasse le politique, mais ça devrait. C'est lui qui décide, hein, c'est lui qui fait les lois. Oui, tout à fait. Mais ça devrait être un sujet, bien sûr, comme on l'a dit, et c'est pour ça qu'il y a eu cette marchière qui nous concerne tous. Et c'est un sujet qui devrait concerner les politiques. J'observe qu'ils se préoccupent, les politiques, et nous en sommes préoccupés de la place des sans domicile fixe dans notre société.
avec des questions, est-ce qu'on va aller vers 0 sans domicile fixe? Et moi, vous avez entendu, ça a été posé au primaire. Et les gens, alors, il y a plusieurs hommes politiques qui avaient dit que eux et lui, il n'y aurait plus de soins de SDF en France. Hein. Exactement. Oui, et c'est pour ça que j'utilise ce sujet, parce que vous voyez, ce sujet est utilisé comme un slogan politique, et on voit comme c'est complexe. Le fait d'être à la rue, c'est souvent pour des raisons à la fois familiales, c'est pas le sujet du jour. Mais vous voyez comme c'est complexe. Eh bien, nous souhaiterions une société où il n'y ait pas d'avortement. Nous le souhaiterions. Et nous voudrions qu'il n'y ait pas d'être humain qui soit exclu avant la naissance. Mais pour que ça arrive, c'est une mobilisation de chacun, de moi-même. Je suis dans mon attitude par rapport aux autres, je peux éventuellement induire des avortements par le regard que j'ai sur des grossesses trop rapprochées, parce qu'au bureau, il y a une jeune femme qui a un enfant juste après un premier enfant. Quel est mon regard sur cette jeune femme? Est-ce que je vais accueillir cette grossesse, cette maternité comme une joie pour l'entreprise ou comme un problème pour l'entreprise? Vous voyez? Donc ça nous concerne absolument tous, et c'est un problème profondément politique. Et c'est un problème qui vous concerne aussi, si vous voulez en discuter en direct sur l'antenne avec Philippe David et les invités de Seul contre tous. Vous vous manifestez au 0826 300 300 et sudradio.fr, comme le dit Philippe pour ce deuxième sujet. Marche pour la vie, c'est le combat de trop. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous attend, à tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Merci d'être avec nous ce matin. C'est lundi. Pour bien commencer la semaine, un sujet concernant Philippe David attaque fort. Enfin, vous le connaissez en même temps. Quoi, vous le découvrez? Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. Marche pour la vie, le combat de trop. Qu'en pensez-vous? Vous téléphonez au 0826 300 300. Vous vous exprimez en direct sur l'antenne. On ira d'ailleurs retrouver Fabrice dans un instant. Et puis sudradio.fr pour laisser vos commentaires, bien sûr, et votre voix d'accord ou pas avec Philippe David. Clémence, qu'est-ce que ça donne? C'est mitigé, mais vous êtes quand même à 59% d'accord pour dire que la marche pour la vie est le combat de trop. Puis on a un commentaire de Hélène qui pose une question. Elle dit: pourquoi ce ne serait pas souhaitable en fait de réduire le nombre d'avortements comme le souhaitent d'autres pays, par exemple les Pays-Bas. Dans d'autres pays il y a moins d'IVG, alors pourquoi ce serait pas possible en France? Et alors attention, moi j'ai une autre question aussi, parce que je me disais, c'est vrai que là sur le plateau on a deux hommes pour parler de ça, et finalement même Nicolas Sevilla pour la Fondation Le Jeune, c'est encore un homme qui parle de ça. Donc où sont les femmes? Où sont les femmes? Patrick Juvet. Exactement. Pourquoi est-ce plus compliqué pour les femmes d'en parler alors que c'est un sujet qui les concerne directement? Alors la suite de la chanson, c'est avec leurs gestes pleins de charme, ce qui vous concerne totalement, ma chère Clémence, ma chère Sophie. Et voyez, Clémence a tout à fait raison, parce que vous voyez, Fabrice, c'est encore un homme. On est content de vous avoir, Fabrice, mais c'est encore un homme qui parle de l'avortement. Donc ce serait bien d'avoir des femmes aussi. On va prendre Fabrice et je vais faire répondre à la question. Hélène a dû lire également ma préparation d'émission. C'est pas possible parce que j'avais prévu d'aller là-dessus. Mais on va répondre à Hélène, mais comme on a Fabrice qui attend. Allez, au 0826 300 300, bienvenue dans Seul contre tous, Fabrice. Bonjour Fabrice, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Eh bien écoutez, moi je voulais réagir un peu à tout ce que j'ai entendu. Depuis tout à l'heure, j'entends ces personnes parler, expliquer, d'avoir un discours bienveillant, etc. Presque, j'ai envie de dire, limite tolérance, sauf que quand on écoute bien ce qu'ils disent, il n'y a aucune tolérance, parce que c'est du non à l'avortement clair et net. Et ce qui me choque, c'est leur discours avec un argumentaire qui, pour moi, vise à culpabiliser plus les femmes que les mettre en face d'un choix. C'est-à-dire que soit vous avortez et quelque part, comme vous tuez une vie, quelque part, eh bien, c'est quasiment un assassinat. Soit vous ne tuez pas, soit vous ne vous faites pas avorter, et là, vous faites un acte, comment on appelle ça, une bonne action. Moi, je suis désolé. L'avortement, c'est un droit pour les femmes qui a été voté il y a pas une année maintenant, soutenu par Simone Veil. Et Dieu sait que son combat n'a pas été facile et que dans l'hémicycle, elle a été insultée de tous les côtés. Ensuite, moi, je suis aide-soignant. J'ai fait un stage en chirurgie obstétrique en maternité. J'ai assisté et j'ai suivi des jeunes femmes et j'ai assisté à des avortements. C'est vrai que c'est un acte pas facile. C'est vrai que c'est un acte qui marque. Mais en même temps, les femmes qui le font, elles ne le font pas de gaieté de cœur. Si elles le font, c'est parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ensuite, je les entendais dans leurs arguments dire oui, il faut dire à leurs copains de ne pas faire le choix si lui, c'est l'enfant ou moi. Il n'y a pas que ces situations-là. Il y a aussi des femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles ne le désiraient pas. Il y a aussi des femmes, et moi j'aimerais qu'ils me répondent, qui ont quelquefois subi des abus sexuels et qui se retrouvent enceintes. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'on leur conseille? De garder l'enfant, et pour avoir en face de l'enfant qu'elles n'ont pas désiré, et qui vont leur envoyer à cette souffrance, à ce traumatisme aussi. C'est quoi leur discours par rapport à ça? Moi je suis choqué. Je
Je pense que les femmes doivent avoir le droit de choisir d'avorter ou ne pas avorter sans qu'on les culpabilise. Et leur discours, le discours que j'entends jusqu'à maintenant, c'est un discours qui est culpabilisant et je trouve pas ça normal. Si on est tolérant, on doit pouvoir accepter ça. Et je note, et je fais une parenthèse, que ces gens qui ont manifesté ce week-end, j'ai vu les reportages, j'ai vu qui étaient, et je peux vous garantir que c'est les mêmes qui ont fait la manif pour tous et qui soi-disant protégeaient les enfants et les mettaient en tête de cortège. Donc il faudrait peut-être réfléchir un petit peu à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup Fabrice de votre témoignage. Je vais faire réagir nos invités. Quand Fabrice dit que une femme qui est violée, c'est quand même un drame, elle vit un terrible drame, elle n'a pas envie d'avoir l'enfant de celui qui a détruit sa vie. Bon, alors, si vous permettez, alors c'est tout à fait audible. Si vous me permettez, moi je reviens un peu sur toute la diatribe de Fabrice parce que là il y a un condensé quand même de tout ce qu'on entend en permanence. Hein. Donc bon, merci Fabrice parce qu'au moins vous avez pas oublié grand chose dans tout ce qui se dit. J'allais dire quand on connaît pas bien le sujet. Hein, je suis désolé quand même. Il est soignant, il a. Oui, justement c'est ça qui est quand même un peu préoccupant. Il connaît quand même le sujet. C'est quand même préoccupant parce qu'en fait en même temps son discours c'est une vraie logorée militante. C'est pas du tout un discours de quelqu'un qui s'est vraiment impliqué. Alors, premièrement, la culpabilité. Il faut savoir que quand il nous accuse de vouloir culpabiliser les femmes, au contraire, on est ceux qui les défendent parce que justement, il y a de la culpabilité. Je suis désolé, Fabrice, mais les femmes se sentent coupables. Moi, j'ai des copines qui se sentaient coupables et comme le disait Dual, qui en plus culpabilisaient parce qu'elles se disent si moi je me sens coupable, c'est que j'ai un problème, parce qu'a priori c'est rien. Donc, premièrement, nous on défend les femmes et on leur permet d'exprimer leur culpabilité. Ensuite, il parle de choix libre, mais le choix libre n'existe pas aujourd'hui, en tout cas très rarement en France. Pourquoi ? Parce qu'il est le choix libre, on vous met pas un pistolet sur la tempe pour aller avorter. Oui, mais en même temps, on vous dit c'est 10 minutes à l'hôpital, c'est banal, c'est sans conséquence, c'est remboursé, et de l'autre côté vous avez un enfant toute la vie. Vous vous rendez bien compte que c'est quand même pas la même nature que le choix. Donc le choix libre, il est bien plus, il est difficile c'est difficile de donner les garanties d'un choix libre. Et pour qu'il y ait un choix libre, il faut qu'il y ait la garantie pour la jeune fille que l'enfant ne va pas gâcher sa vie. Sur la question, par exemple, que Fabrice soulevait, il est toujours avec nous, mais je fais réagir nos invités avant de faire réagir Fabrice à nouveau. Oui. Quand alors vous pour êtes le une femme qui a été violée, alors c'est qu'on a, je ne suis pas une femme, mais je voudrais pas avoir un enfant de celui qui a bousillé ma vie. Oui, alors ça c'est tout à fait compréhensible. Je pense que déjà le viol est une violence à part entière comme l'avortement, et donc du coup quand on parle, plus quand grave on a une ou moins discussion. Grave. Ah je vais pas faire d'échelle dans la violence ou dans la souffrance. J'en ai aucune idée. Je pense que je vous pose la question parce qu'il y a quelques années au Brésil, il y avait une enfant qui était tombée enceinte par un viol et il y avait un haut membre du clergé brésilien qui avait condamné avec la plus extrême fermeté l'avortement de cette gamine qui avait été violée. Elle avait 12 ou 13 ans, je crois, en disant que l'avortement était beaucoup plus grave que le viol. C'est pour ça que je vous pose une question. Je pense que c'est un tort fait à cette jeune fille et puis je pense pas qu'il y a d'échelle dans la souffrance ou dans la violence. Enfin moi en tout cas je trouve ça atroce de mettre une souffrance par rapport à une autre. Il y a des échelles dans les violences entre une gifle et une rafale de Kalachnikov. Je crois pas. Je pense que la perception de Kalachnikov c'est quand même pas la même chose. Objectivement oui. Violence, mais objectivement oui, mais subjectivement j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se fouler un ongle et souffrir atrocement plus que quelqu'un qui est accoutumé à la souffrance. Et donc vous comprenez par exemple dans le cas d'un viol qu'une femme avorte. Mais je le comprends. Mais de toute façon, je comprends toujours qu'une femme avorte. Hein. Attention, c'est-à-dire que une femme a le droit de pleurer parce qu'elle est enceinte et elle a le droit de vouloir avorter. Et je pense que dans le processus d'acceptation d'un enfant, il y a toujours un moment où il peut y avoir une phase de rejet en disant oui, je comprends qu'elle ait envie d'avorter. Mais l'idée, c'est qu'on peut avoir envie de se jeter par la fenêtre aussi. C'est pas pour ça qu'on va conseiller à quelqu'un qu'on aime de se jeter par la fenêtre. Donc quand il parle de tolérance, je supporte plus ce mot, quoi. Tolérance, ça veut dire fais ce que tu veux. Quand tu veux, où tu veux, tant que ça me concerne pas. C'est un autre mot pour l'égoïsme. C'est pas de l'amour, la tolérance. Quand on aime les gens, on se mêle de ce qui leur arrive. On se mêle et on leur donne notre avis et on leur dit, écoute, à mon avis, si tu vas vers ça, tu vas être malheureuse. Et là, il nous sort un espèce de discours, enfin bon. Je vais faire réagir Tugdual d'Herville. Quand une femme est violée, est-ce que vous comprenez, Tugdual d'Herville, qu'elle n'ait pas envie de garder, de porter pendant 9 mois l'enfant de son violeur et de s'en occuper après toute sa vie. Moi, désolé, en Pologne, ils ont voulu interdire le droit pour les femmes violées d'avorter. C'est quand même dur. Je vais répondre à votre question, mais en faisant 2 points. Bon, dans ce qui a été dit par Fabrice, votre auditeur aide-soignant, on reconnaît qu'il a dit que ça marque. Il a dit que c'est pas une partie de plaisir non plus. Donc je reconnais en tout cas que dans sa formule, il ne considère pas qu'il faille banaliser cet acte, que c'est un acte donc qui a une certaine forme de gravité en tout cas pour ceux qui l'endurent. Et là, je reconnais aussi ce que j'ai entendu bien souvent par des femmes qui en ont un souvenir très douloureux et qui ont été soulagées dans un premier temps
gens souvent et qui effectivement, comme ça a été dit, ressentent après un sentiment de culpabilité que nous n'induisons pas mais qui est intrinsèque à une réalité, tout simplement parce que contrairement à ce que disait Simone de Beauvoir, avorter c'est pas comme arracher une dent, c'est un destin, une vie qui s'arrête. Et ça c'est l'évidence, c'est la science qui le dit, et on ne peut pas faire silence là-dessus. Alors après, sur la question du viol, d'abord, il faut vraiment dire que c'est la question absolument limite. L'immense majorité des 220 000 IVG alors, c'est pas en des France, femmes violées, mais voilà, ça existe c'est pas quand des femmes même. violées. Alors je dois dire que j'ai accompagné certaines femmes qui avaient été victimes d'abus sexuels, je pense notamment à une dans sa famille élargie, et la première question qu'elle disait, c'est, voilà, je suis une mère courage, et celui-là, je ne peux pas le garder. Elle était enceinte de plusieurs mois et donc c'était problématique sur le plan de Lola de toute façon. J'ai uniquement reformulé ce qu'elle me disait, ce qu'elle confiait pour la première fois de cette grande souffrance qui en plus risquait de la mettre au banc de sa famille. Et c'est elle-même qui a à un moment donné dit « et si je pouvais le confier ?» Et c'est ce qui s'est passé. Et je me souviens des derniers échanges que j'ai eu avec cette femme qui en fait, au bout du compte, a dit « j'ai subi une très lourde violence qui est absolument inimaginable et je ne peux pas moi la mesurer », eh bien qui a préféré à un moment donné que l'enfant soit confié plutôt que de subir cette IVG qui, de toute façon, à ce stade de la grossesse, n'était pas possible. Eh bien, elle a écrit une lettre extraordinaire en expliquant à quel point elle avait trouvé finalement ce bébé qu'elle détestait, comme elle l'avait trouvé beau, et comme le seul biberon qu'elle lui ait donné restait pour elle un beau souvenir. Alors j'avais été scotché. C'est elle qui me l'a dit, moi je peux pas être à la place de ces femmes, et je dois dire que c'est un sujet effectivement extrêmement douloureux parce qu'on marche sur des œufs. Fabrice voulait réagir ? Oui, parce que j'ai entendu quelques petites choses qui m'ont fait un peu sursauter. Le monsieur qui parlait juste avant disait que j'avais un discours militant et que je n'y connaissais rien. Alors je suis désolé de lui dire, je rappelle que j'ai fait mon stage en chirurgie obstétrique, que j'ai eu comme référent lors de ma formation une sage-femme qui était formée spécialisée en IVG, que j'ai assisté à des entretiens, que l'IVG, il y a tout un protocole qui se met en place, et quand on parle de libre choix, ça veut dire aussi que la femme, quand elle va se consulter pour un IVG, il y a quand même un délai entre les rendez-vous qui lui permet de réfléchir à ce choix à ce elle est confrontée. Il a été supprimé ce délai. Il a été supprimé ce délai d'une semaine. Parce que moi je pense je pense qu'on pourrait. Je suis désolé. Oui, Fabrice dit que c'est un temps. Par contre, moi je suis désolé, mais à un moment donné, quand vous dites oui, il y a des femmes qui ont souffert et qui ont été mises au banc des familles, mais c'est comment voulez-vous que ça soit autrement quand on s'aperçoit que les mentalités par rapport à ce genre de sujet n'ont pas évolué? Il y a des choses que moi je ne m'explique pas. Et je suis désolé, quand on a des gens qui tiennent le discours que vous tenez, même si ça a l'air d'être bienveillant, je suis désolé, mais derrière il y a quand même une volonté de culpabiliser sur l'acte. Et moi je suis désolé, mais je n'adhère pas du tout à votre discours, je trouve qu'il est plutôt rétrograde. Et je félicite les associations féministes qui se battent contre vous parce que franchement, elles ont du pain sur la planche. Non mais attendez, rétrograde. Émile Duport. Non mais quand le Fabrice dit, il a fait son stage d'aide-soignant en gynécologie obstétrique, un IVG, une IVG, pardon, ça se passe sous anesthésie générale, une anesthésie pas toujours, générale. Mais... Enfin, la plupart du... Non, 60% des IVG aujourd'hui sont médicamenteuses. Voilà. 486. Mais quand on fait une IVG mécanique, chirurgicale, c'est sous anesthésie générale, il y a toujours un risque. Regardez Jean-Pierre Chevènement qui a failli mourir, l'ancien ministre. Mais c'était pas pour ça, lui. Non, mais c'était sous anesthésie générale. On peut. Non, mais il y a toujours un risque. Une femme, il va pas se faire anesthésier par plaisir. Non, mais ça c'est certain. Non, mais en gros, je veux pas juger. Excuse-moi, Fabrice, hein, si c'est censé juger, mais moi, je commentais le discours simplement qui disait c'est intolérant. On veut culpabiliser les femmes, alors qu'en fait, bah non, on veut pas culpabiliser les femmes. Et le fait d'être aide-soignant, simplement, ça donne pas une vision d'emblée assez large du problème de l'avortement. Mais surtout quand il me dit, mais les mentalités n'ont pas évolué, mais les mentalités évolueront jamais, Fabrice. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera jamais normal de mettre fin à une vie. C'est pas ce qu'il disait. Non, c'est pas ce qu'il disait Fabrice. Fabrice, il parlait des mentalités au niveau de la. Mais je pense qu'on doit faire la pause, ma chère Sophie. Oui, vous avez encore 5 secondes. 10 secondes. Fabrice parlait pas du recul des mentalités là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant d'avortements. J'ai prévu d'en parler un peu après et d'élargir le débat à ce sujet. Voilà, et il y a des femmes qui nous appellent au standard, donc ça fait du bien d'entendre des filles qui veulent témoigner sur le sujet. Moi, je ne suis pas concernée par le sujet. Personnellement, je n'ai jamais avorté. Donc, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je préfère que ce soit des auditrices qui ont vécu quelque chose ou quelque chose à dire, qui interviennent au 0826 300 300 et sudradio.fr. Nous parlons de l'avortement, marche pour la vie. Le combat de trop, c'est le second sujet de Seul contre tous. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Vous êtes avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 11h. Nous parlons de la marche pour la vie, le combat de trop. C'est ce que vous dit Philippe David. Êtes-vous avec lui ou contre lui? Vous le dites sur sudradio.fr. D'accord, pas d'accord, vous laissez vos commentaires. Et vous nous appelez au standard pour parler de l'avortement 0826 300 300. Nous avons 2 contradicteurs qui sont en studio parmi les invités. Clémence, qu'est-ce que ça donne sur sudradio.fr? Vous êtes d'accord avec Philippe David à 63%, donc ça continue de monter pour dire la marche pour la vie, c'est le combat de trop. Et on a un commentaire d'Anne-Marie qui est visiblement d'accord avec vous, Philippe David, qui dit « Je suis choquée par ces gens, Simone Veil s'est battue pour la condition de la femme et je lui dis un grand merci. Comment ces gens peuvent se mêler de la vie privée de ces femmes? Notre corps nous appartient. » Et puis alors sur Twitter, c'est intéressant, j'ai vu ça plusieurs fois, des parallèles entre, attention, la marche pour la vie et la primaire de la gauche. Alors par exemple le tweet de Philippe Oswald qui dit « Ceux de la marche pour la ville défilent malgré le froid, mais ceux de la primaire de la gauche se défilent malgré la chaleur des bureaux de vote. » Et c'est vrai que c'était l'argument qui a été régulièrement utilisé hier. Le nombre de votants, c'était le froid. Voilà, exactement. Les bureaux de vote sont pas à ciel ouvert en général en France. Exactement. Je n'en ai pas jamais vu. Et comme alors, ça. Charles Bacvédé va encore plus loin. Il dit que le PS meurt dans l'indignité. L'euthanasie devrait être légale pour les institutions nocives. Donc voilà, c'est carrément. Ah oui, on l'a eu la semaine dernière d'ailleurs. Et au téléphone 0826 300 300, c'est au tour de Stéphanie du Chesnay dans les Yvelines, région parisienne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bienvenue sur Sud Radio. Ah non, moi c'est Philippe. Et c'est Philippe David. Fabrice, c'était un auditeur. C'était un auditeur, mais il n'y a pas de souci. Il y a eu un grand animateur de radio qui s'appelait Fabrice il y a quelques temps. Oui, mais je comprends avec l'intervenant tout à l'heure. Voilà, c'est ça surtout. On vous écoute. Je voulais dire que hier, vraiment pour la première fois de ma vie, je suis allée participer à cette marche pour la vie. En fait, l'élément déclencheur pour moi, j'y suis allée pour défiler pour un droit à la vie pour tous. La vie AVIS. L'élément déclencheur pour moi, c'était cette proposition de loi pour instaurer un délit d'entrave numérique. Pour moi, c'est vraiment difficile et même voire insupportable d'entendre qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de donner de l'information à des femmes qui connaissent une situation qui est douloureuse, une grossesse indésirée, une situation vraiment voilà, elles sont en situation de fragilité et elles ont besoin d'avoir plusieurs informations et pas seulement le choix de l'avortement, aussi les informations qui leur donnent toutes les aides qui peuvent exister. Et là, je fais tout de suite une publicité pour Je suis enceinte, le guide, qui est un guide très bien fait par Ariane Vita. Et en fait, sans information, la liberté de la femme, elle ne peut s'exercer que s'il y a toute l'information. Et connaissance de toute l'information. Et pas seulement si on lui dit pas qu'il existe des aides sociales. La France est très bien faite pour ça. Il y a beaucoup d'aides par la CAF, beaucoup d'aides aussi avant, pendant la grossesse pour donner des affaires de bébé, des aides sociales pour le logement. Voilà. Et si on donne pas toutes ces aides, moi j'y suis allée, pas pour dire aux femmes qu'elles n'avaient pas le droit d'avorter, mais pour dire il peut y avoir des choses pour prévenir, pour aider certaines femmes et si elles le veulent, leur laisser le choix de ne pas avorter. Si je vous entends bien, Stéphanie, vous êtes pour quand même la liberté d'avorter. Ce que vous avez dit, vous n'avez pas manifesté contre le droit à l'avortement. Mais je pense pas qu'on manifestait contre un droit à l'avortement. Je pense qu'on manifestait, en tout cas, pour moi et les quelques personnes que je connaissais, on manifestait justement pour un droit à la liberté. Et ce qu'on appelle un droit à la liberté, elle ne peut s'exercer que si on a une connaissance de tout ce qui existe. Et pas seulement si on n'a que des pressions dans un sens. Et alors, donc quand Fabrice disait que nous culpabilisons ces femmes, je vois pas tellement pourquoi en leur disant, vous savez, il existe d'autres aides si vous le voulez. Non, en donnant de l'information, je ne vois pas comment on peut culpabiliser une femme. On peut en sortir certaines de cette situation difficile qui est une grossesse indésirée. Alors, parce qu'effectivement, une jeune fille, c'est vraiment par moments, ce sont des situations absolument indésirées, et indésirables. Mais merci beaucoup Stéphanie de votre témoignage. Vous allez dans le sens de mes 2 contradicteurs et je vais leur donner la parole. Émile Duport, que vous entendez Stéphanie, dit « Moi j'ai été manifesté contre la nouvelle loi qui interdit les sites internet donnant de fausses informations. » Alors, a priori, donnant de fausses informations. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Et elle dit « Moi je comprends que dans des cas de détresse, des femmes puissent avorter. »
Oui, non, mais bien sûr. En fait, je pense que le mobile des marcheurs était différent. Et l'affaire du délit d'entrave a fait qu'on était beaucoup plus nombreux que la normale. Après, il y a d'autres marcheurs qui défendaient effectivement l'idée que l'IVG ne pouvait pas être présenté comme un droit, puisqu'a priori un droit, ce qui est légal, devient par définition un droit. Et c'est pas l'intention de Simone Veil. Enfin, je vous rappelle que Simone Veil établissait pas un droit. Elle voulait protéger la santé des femmes. Pour éviter les faiseuses d'anges, notamment, parce qu'il y avait plein de femmes qui mouraient en avortant. C'est ça. Alors après, aujourd'hui, les gens, ils sont... comme disait la chanson de Gérard Berliner, Louise, dans une ferme de l'Allier. Oui, c'est pour ça qu'il y avait un vrai problème, mais on peut très bien faire en sorte que l'avortement se pratiquera toujours. Mais déjà, on peut en baisser le nombre, et deuxièmement, on peut quand même être opposé à l'idée que ça soit un droit. Je suis désolé, moi, je suis porte-parole des survivants. Je suis né après 75. Quand une femme me dit mon corps m'appartient, je lui dis bah ouais, mais c'est mon corps aussi m'appartient, et il m'a toujours appartenu quand j'étais dans ton ventre aussi. Donc c'est mon corps, pas ton choix. Et donc quelque part, moi je défends aussi la mémoire et finalement de mes frères et sœurs, des amis que j'aurais pu avoir, et finalement de tous les gens qui n'ont pas eu ma chance de pouvoir naître dans un contexte approprié. Enfin, il y a quand même ça qu'il faut entendre. Hein. Cultuel d'Herville, quand vous entendez Stéphanie qui a manifesté hier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? D'abord, c'est courageux de manifester dans le froid, effectivement. Et elle a évoqué. Donc Petit clin d'œil à la primaire à gauche. Oui. Non, pardon. Non, mais je crois que elle a noté. Elle a parlé du guide que nous éditons, donc j'en dis un tout petit mot. Dans les mains. Oui, en 2001, Martine Aubry a fait supprimer la remise systématique du guide des aides aux femmes enceintes lorsque des femmes venaient consulter pour la première fois en vue d'une éventuelle IVG. Eh bien, nous sommes allés voir le ministère de la Santé et nous avons protesté contre cet abandon parce que effectivement, toutes ces aides qui peuvent éviter au maximum l'avortement si les femmes se sentent contraintes à l'avortement par des questions matérielles de logement, de violence, etc., eh bien, elles existent et le gouvernement ne les publie pas. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons édité, nous avons fait un travail de service public. Les services sociaux s'en servent parce que vous connaissez les droits sociaux en France, c'est extrêmement compliqué. C'est un dédale dans lequel beaucoup ne se retrouvent pas. Eh bien, nous avons édité ce guide. Il est téléchargeable sur le site je suis enceinte.org. Eh bien, je suis enceinte leguide.org. Et c'est absolument essentiel qu'effectivement il y ait ce choix des femmes d'aller au bout de leur grossesse, ce qui souvent leur est enlevé. Alors nous avons Maric qui est au téléphone, qui est une femme et qui elle a vécu un avortement et qui veut témoigner en direct sur Sud Radio. Maric, bonjour, qui nous appelle de l'Hérault à 7. Oui. Bonjour Maric. Bienvenue sur Sud Radio. Je voulais témoigner parce que j'ai vécu deux situations à deux âges différents. À 16 ans, je me suis fait avorter de mon petit copain de l'époque en menant mes études. Je pensais les deux incompatibles. J'étais à l'école d'infirmière. J'ai cru sur le moment de trouver la solution, mais j'ai vécu toute ma vie avec ce bébé dans le ventre. J'ai une énorme compassion pour ces jeunes filles. Excusez-moi, vous avez avorté à 16 ans? Vous étiez en école d'infirmière à 16 ans? J'ai avorté à 16 ans et je préparais mes études qui me menaient à l'école. C'était ce que je voulais faire et pour moi, je savais très bien que ça allait être un problème de rentrer à l'IFI en ayant un bébé. En ayant un enfant, oui. D'accord. Voilà. J'ai fait mes études, j'ai été maman après à 25 ans pour la première fois. Et ce bébé, je l'ai eu dans mon ventre toute ma vie. Et je sais que ces femmes, ces jeunes femmes, elles pensent avoir la solution. Elles sont seules très souvent face au problème. À 44 ans, en pensant être ménopausée, puisque on est très tôt ménopausée dans la famille, je suis retombée enceinte. Donc mes aînés avaient 17 ans et 16 ans. Et la question s'est posée d'une troisième grossesse et j'ai revécu les salles d'attente avec ces gamines et le comportement que j'ai retrouvé de praticiens hospitaliers que je peux nommer ici, l'hôpital général de Sète, des gynécologues qui ne pratiquent pas l'avortement par conviction, un hôpital public, ils sont au nombre de 3 et sur 4, c'est-à-dire qu'il y a monsieur Aide simplement qui pratique l'avortement à l'hôpital de Sète, service public. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais ils sont même pas foutus de leur dire bonjour dans les salles d'attente à ces jeunes femmes qui de toute façon ont fait un choix qu'elles paieront, quel qu'il soit. Mais je peux vous poser deux questions, Maric. Oui. Maric, oui. Vous avez gardé votre troisième enfant à 44 ans? Oui.
D'accord. Oui, Et à 16 ans, vous êtes tombée enceinte par un accident de parcours est-ce que vous n'aviez pas été informée? Est-ce que vous aviez pas... Non, j'ai enlevé mon stérilet, je suis infirmière, donc j'ai pensé, étant donné que j'avais un cycle qui était quasi inexistant, être à l'abri, avoir le temps de me faire une consulte gynéco. Et en fait, le mois qui a suivi, je suis retombée enceinte, quoi. Oui. Mais bon, parce que j'ai déménagé, j'ai quitté la Bretagne, je suis revenue à 7, donc c'est arrivé le temps de... Il faut 6 mois de délai pour avoir un gynéco à l'hôpital de 7, donc les 6 mois ont fait que le stérilet manquant, je suis retombée enceinte, quoi. D'accord. Mais cet enfant, il était évident pour moi que je le gardais parce que ma situation économique fait que je me suis rendu compte assez jeune que finalement avoir un bébé, c'est pas si dramatique. Hein. C'est élever un enfant, ma situation me le permet. Je me suis rendu compte que j'aurais très bien pu assumer ce gosse, en fait. Aujourd'hui, vous êtes infirmière? Oui. Vous pouvez donc assumer les enfants, parce que bon, c'est pas les meilleurs salaires qu'il y a en France, c'est évident, mais c'est un salaire qui permet de vivre. Je sais pas si vous êtes en libéral ou en secteur hospitalier. Oui, en libéral, et j'ai vraiment pas à me plaindre de ma situation, parce que d'autres femmes seules avec leurs gosses vivent des situations beaucoup plus difficiles que la mienne. Et je respecte les choix de tout le monde, mais je sais que ces jeunes femmes, elles y penseront toute leur vie. Moi, j'ai eu ce bébé dans mon ventre et je l'ai encore. Et j'ai jamais fait. Alors, est-ce que le suivi a été suffisant? Est-ce que vraiment on a su à 16 ans me rassurer ou j'étais tellement dans vouloir m'en sortir parce que j'ai une mère qui est très féministe et qui est très qui m'a toujours appris à m'assumer et à être libre en m'assumant. Mais c'est vrai que toute ma vie, ce bébé, je le regrette. Alors, je sais pas combien sont comme moi, l'issue d'un avortement jeune. Mais on n'a pas à juger, parce que de toute façon, c'est des blessures qui nous quittent jamais, ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie-Que, de votre témoignage très touchant. On a encore un autre appel, ça appelle beaucoup. C'est Émile, c'est un homme qui veut témoigner au 0826 300. Mais c'est pas le même que celui que nous avons en studio. Non, c'est Émilie. C'est Émilie. Ah bon, pardon, j'avais vu Émile, moi. Non, allô, c'est Émile ou Émilie? Allô? Allô, c'est Émilie. Ah, c'est Émilie, voilà. Bonjour, Émilie. Oui, vu la voix, c'est au courant. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de la responsabilité des hommes. Tous ces hommes qui ont des rapports sexuels sans prendre de précautions, qui se moquent absolument de la condition de la femme avec laquelle ils ont des rapports sexuels, même dans le mariage, il y a des hommes qui ne prennent pas de précautions et après, ils ont le culot de dire que la femme leur a fait un enfant dans le dos. Non, un homme qui ne veut pas d'enfant, eh bien, il prend des précautions systématiquement. Et vous savez je trouve que c'est injuste de faire porter aux femmes la responsabilité le chapeau des grossesses, oui, si on peut dire, le polichinelle, on dit. En clair, vous préféreriez que les... Alors que les hommes sont responsables, soit parce qu'ils obligent la femme à avorter, là, je sais plus, il y avait un chanteur qui avait eu un procès pour ça, un maghrébin. Soit parce que au contraire ils ignorent absolument les conséquences et laissent la femme se débrouiller toute seule avec le problème. Bon, voilà, donc moi j'appelle à la responsabilité, à l'éducation des hommes parce que la testostérone ne justifie pas tout. Merci beaucoup, Émilie. Si vous permettez, si je résume votre pensée, il faut que les hommes portent la capote pour pas que les femmes portent le chapeau. C'est bien voilà, ça. Bravo. Ou le polichinelle. Ça suffit pas parce que vous savez que les 3/4 pratiquement des femmes qui vivent l'IVG étaient sous une méthode de contraception, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a des accidents de contraception. Et nous avons fait avec Alliance Vita une grande campagne de sensibilisation des hommes. C'est des femmes qui ont distribué à des hommes un dépliant pour les sensibiliser justement à leur responsabilité. Justement, il y avait Hélène qui avait laissé un commentaire sur sudradio.fr. J'ai pas encore fait réagir. C'était un bout de Fabrice sur lequel vous avez eu une incompréhension avec vous, Émile Duport. 220 000 avortements en France. Est-ce que c'est pas parce que, et comme le dit également Émilie, il faudrait faire réagir les hommes, comme le disait Marie-Que aussi. C'était des témoignages passionnants. Est-ce que vous croyez pas que c'est parce qu'il y a encore tant de tabous sur la sexualité et que pour certains, on a même eu un invité il y a quelques mois qui nous avait dit que la sexualité c'était juste pour faire des enfants. Ben les sexualités c'est pas que pour faire des enfants, il y a aussi le plaisir. Bah c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui la sexualité est perçue comme
essentiellement quelque chose pour célébrer un amour et pour ressentir un plaisir commun, et que chez les jeunes la notion quand même d'avoir un enfant après un acte sexuel est au contraire plutôt éludée, et particulièrement chez les jeunes gens, effectivement, les jeunes hommes qui ne portent pas le poids de la contraception. C'est vrai que Émilie a complètement raison, chez les jeunes c'est encore pire que les générations plus vieilles. Là carrément ils ne mettent plus la capote, donc du coup c'est la fille qui doit porter toute la responsabilité avec la pilule. Or on sait que quand une femme se sent pleinement amoureuse et surtout quand elle est jeune et que finalement son corps est en pleine fertilité, en pleine forme, quoi. Donc du coup elle a une chance incroyable, enfin des chances plus nombreuses d'avoir un enfant. Elle se sent pas malade, elle oublie sa pilule et donc ça crée des grossesses imprévues. Et comment expliquer donc ce tabou qui fait qu'aujourd'hui il y a encore 220 000 avortements? Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas mieux la contraception, notamment dès le lycée? Vous savez, c'est le paradoxe contraceptif français qui est bien connu, un paradoxe contraceptif français. Un très fort taux, en France un taux record d'usage de la contraception est compatible avec un très fort taux d'avortement. Pourquoi ? Eh bien parce que toute technique a intrinsèquement une possibilité d'un échec, d'un accident de contraception. Et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que dans le cas de cet échec, les femmes ne s'autorisent plus, lorsqu'elles ont oublié leur pilule, lorsqu'il y a une rupture de préservatif, ne s'autorisent plus à accueillir leur enfant. Et donc il faut les encourager et il faut responsabiliser effectivement les hommes. Merci beaucoup Tugdual Derville, vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Merci beaucoup Émile Duport du mouvement Les Survivants, organisateur de la marche pour la vie, Sophie.